Chapitre 10 Les racines de la patience. Le temps s'était écoulé depuis que Nguyen avait scellé le badge en lotus dans le mur de béton du sous-sol de la Bibliothèque nationale. Cependant, la vie d'une archiviste ne s'arrête jamais vraiment aux actes héroïques, elle se poursuit dans la quiétude des tâches quotidiennes. Nguyen se retrouva face à une nouvelle série de défis. La direction de la bibliothèque avait décidé de numériser une partie des archives spéciales, ce qui signifiait que Nguyen devait superviser une équipe de jeunes techniciens, pleins d'énergie mais manquant parfois de la délicatesse nécessaire pour manipuler des manuscrits vieux de 100 ans. Parmi ces jeunes gens se trouvait Min, un garçon de 22 ans, passionné par la technologie mais totalement ignorant des secrets qui dormaient sous ses pieds. Min était le genre de personne qui pensait que tout pouvait être résolu par un algorithme. Un après-midi, alors qu'il travaillait près de la zone où se trouvait autrefois la porte 7, Min remarqua une anomalie sur son scanner de haute précision. « Mademoiselle Nguyen, regardez cette densité de matière » dit Min en montrant son écran. « On dirait qu'il y a un alliage métallique incruste à 70 cm de profondeur dans le béton. » C'est étrange, non? Le plan ne mentionne aucune armature de ce type. Nguyen sourit intérieurement. Elle savait exactement ce que Min voyait, c'était le badge en lotus, vibrant désormais à une fréquence harmonieuse avec le bâtiment. C'est probablement un vestige des anciennes techniques de construction coloniale, Min, répondit-elle d'un ton calme et pédagogue. Parfois, les architectes utilisaient des pièces de monnaie ou des amulettes pour porter chance au bâtiment. C'est ce qui fait le charme de ces vieux murs. Ils ont une âme, pas seulement une structure. Min parut satisfait de l'explication, mais cette interaction rappela à Nguyen que son secret ne pouvait être protégé que par une vigilance constante et une éducation bienveillante des nouvelles générations. Chapitre 11 La leçon du professeur Han. Nguyen rendait souvent visite au professeur Han dans sa vieille demeure de Théo. Le scientifique avait pris sa retraite définitive de l'université, mais son esprit restait plus vif que jamais. Il passait des heures à discuter de la nature de la mémoire. Un soir, alors qu'il buvait un gros jasmin sur la terrasse, le professeur posa une question qui fit réfléchir Nguyen pendant de nombreux jours. « Nguyen, penses-tu que nous avons vraiment changé le passé, ou avons-nous simplement permis au présent de devenir ce qu'il devait être » demanda-t-il en regardant les lumières se refléter sur le lac de l'Ouest. Nguyen prit le temps de réfléchir. Elle se souvint du visage de Luang et de l'odeur de la pluie en 1954. « Je pense, monsieur le professeur, que le temps est comme une rivière, répondit-elle. Nous ne pouvons pas changer le cours de l'eau, mais nous pouvons enlever les pierres qui bloquent le passage. En scellant le badge, nous n'avons pas modifié l'histoire, nous avons préservé sa pureté. Nous avons protégé le jardin de monsieur Luang. » Le professeur hocha la tête avec approbation. L'éducation, Nguyen, c'est exactement cela. Ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Tu es devenue la gardienne du feu de la vérité. Mais n'oublie jamais que le feu a besoin de silence pour ne pas s'éteindre. Cette conversation renforça la conviction de Nguyen, sa mission n'était pas seulement technique, elle était morale. Elle devait transmettre non pas le secret de la porte, mais les valeurs de respect et de discrétion qui l'accompagnaient. Chapitre 12 Le mystère des lettres perdues. Un jour, en classant des caisses de correspondance provenant de la période de 1954 à 1960, Nguyen tomba sur une série de lettres adressées à une certaine mademoiselle H. L'écriture lui sembla familièrement élégante. C'était celle du docteur Locke. Ces lettres n'étaient pas scientifiques, elles étaient empreintes d'une poésie légère et d'un humour subtil. Le docteur Locke y décrivait sa vie quotidienne à l'Institut, ses petites victoires sur la poussière des livres et ses échanges avec le gardien Luang. Dans une lettre datée du 12 octobre 1954, il écrivait « Le silence est mon meilleur collaborateur. Hier, Luang m'a apporté un bol de PHO alors que je terminais l'ajustement de la résonance. Il ne comprend pas mes calculs, mais il comprend l'importance de la paix. C'est lui, le vrai savant. » Nguyen fut émue par cette humilité. Elle réalisa que le docteur Locke n'avait jamais cherché la gloire. Il avait agi par amour pour son pays et pour la connaissance.
Cette découverte l'inspira à organiser une exposition spéciale à la bibliothèque, intitulée Les Voix de l'ombre, hommage aux travailleurs de l'invisible. Elle y inclut des objets anonymes, des vieux registres et des photos de gardiens et d'archivistes dont les noms avaient été oubliés par les livres d'histoire officiels. L'exposition fut un succès immense. Les visiteurs, jeunes et vieux, découvrirent que la grandeur d'une nation se construit aussi dans les sous-sols, par des gestes simples et des silences partages. Guyet avait réussi à éduquer le public sans jamais révéler la nature fantastique de son aventure. Elle avait transformé un secret individuel en une inspiration collective. Chapitre 13, la rencontre imprévue. Un samedi après-midi, alors que Guyet guidait un groupe d'étudiants à travers l'exposition, une vieille dame s'approcha d'elle. Elle portait un haut de soie grise et un collier de perles fines. Ses yeux, malgré les années, brillaient d'une intelligence rare. Elle s'arrêta devant la vitrine contenant une reproduction de la montre de M. Luang. « Vous avez fait un travail remarquable, mademoiselle, » dit la vieille dame d'une voix douce. « On dirait que vous connaissez ces gens personnellement. » Guyet ressentit un frisson. « Je m'efforce de respecter leur mémoire, madame, » répondit-elle avec modestie. La vieille dame sourit et lui tendit une petite enveloppe de soie. « Mon père, le docteur Locke, m'avait dit qu'un jour, une femme de silence viendrait prendre soin de son héritage. Je crois que c'est vous. » Guyet resta sans voix. Elle regarda la vieille dame s'éloigner lentement vers la sortie de la bibliothèque. Dans l'enveloppe, elle trouva une petite broche en nacre représentant, une fois de plus, une fleur de lotus. C'était la preuve finale que le lien entre les époques était plus fort que le béton et le temps. Chapitre 14, la transmission du savoir. Les années passèrent avec la douceur d'un fleuve tranquille. Guyet était désormais directrice du département des archives spéciales. Elle avait formé des dizaines d'archivistes, leur transmettant non seulement des compétences techniques, mais aussi une éthique de vie. Elle ne parlait jamais de la porte 7, mais elle apprenait à ses élèves à écouter les murs. Un matin, elle convoqua Min, qui était devenu son adjoint le plus fidèle. « Min, lui dit-elle, je vais prendre ma retraite l'année prochaine. Je te confie la clé de la zone des archives spéciales. Mais avant, je veux que tu comprennes une chose essentielle. » Min écoutait avec un respect total. Guyet le conduisit au sous-sol, devant le mur de béton. « Vois-tu ce mur, Min? Il n'est pas seulement du béton. Il est le gardien d'une promesse. Tant que tu respecteras le silence de ce lieu, la bibliothèque restera un sanctuaire. Si un jour tu entends une vibration à 19 heures, ne cherche pas à la comprendre avec tes machines. Accueille-la avec ton cœur. » Min hocha la tête, et Guyet sut que l'héritage était en de bonnes mains. L'éducation de Min était terminée, il était passe de technicien à gardien. Chapitre 15, le crépuscule d'une gardienne. Le jour de son départ, Guyet rangea ses derniers dossiers. Elle n'emporta rien, sauf la broche en nacre du docteur Locke. Elle fit un dernier tour de la bibliothèque, saluant chaque rayon de livres, chaque table de lecture. Elle se sentait légère, comme si elle avait accompli sa part du destin. Elle descendit une dernière fois au sous-sol. Il était 18h55. Elle s'assit sur la vieille chaise en bois qu'elle avait conservée toutes ces années. Le silence était parfait. À 19 heures, la 7e sonnerie retentit. Comme chaque soir, le mur vibra légèrement. Mais cette fois, Guyet ne vit pas de lumière jaune. Elle vit simplement, dans son esprit, le sourire de sa grand-mère Ang et le salut de M. Luang. Elle se leva et marcha vers la sortie. En franchissant le seuil de la bibliothèque, elle sentit la fraîcheur de l'air de Hanoï sur son visage. La ville était moderne, bruyante et vibrante, mais Guyet savait que sous ce chaos apparent, il existait une harmonie secrète que seuls ceux qui savent écouter peuvent percevoir. Elle était une femme de silence, et elle chérissait ce silence plus que tout au monde. Chapitre 16, la symphonie éternelle. Guyet passa sa retraite dans une petite maison au bord du fleuve Rouge. Elle écrivait ses mémoires, non pas pour les publier, mais pour laisser une trace à ceux qui viendraient après elle. Elle y racontait l'importance de la patience, de la curiosité et du respect de l'histoire.
Elle y expliquait que chaque vie est un livre et que chaque livre est une porte ouverte sur l'infini. Un soir, alors qu'elle terminait son dernier chapitre, elle entendit une cloche sonner au loin. C'était la cloche d'un petit temple voisin. Elle compta les sonneries, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle ferma les yeux et sourit. Le temps n'est pas une ligne droite, c'est un cercle de lumière qui nous ramenait toujours à l'essentiel, l'amour, la connaissance et la paix. Ainsi se termine l'histoire de Nguyen, la bibliothécaire qui avait traversé le mur du temps pour découvrir que le plus grand secret n'est pas derrière une porte, mais à l'intérieur de nous-mêmes. La porte s'est resta fermée physiquement, mais elle resta ouverte éternellement dans le cœur de ceux qui croient que le passé n'est jamais vraiment mort, il est juste en train d'attendre d'être aimé à nouveau. L'éducation de l'âme est la seule aventure qui ne finit jamais. Chapitre 4, l'équation du chaos, suite. Nguyen regardait le vieux professeur avec une admiration mêlée d'une certaine inquiétude. Le professeur Han, malgré son apparence de scientifique distrait, maniait les concepts de physique temporelle avec une aisance déconcertante. Il expliqua à Nguyen que le cylindre de bronze était bien plus qu'un simple morceau de métal. C'était un conducteur de résonance capable de stabiliser le passage entre deux époques distinctes. Dans l'atelier de l'université, entour de machines qui semblaient sortir d'un roman de Jules Verne, le professeur en commença à calibrer le résonateur. Il utilisait des outils de précision pour mesurer la densité du bronze. Chaque geste était calcul. Nguyen, quant à elle, restait près de lui, observant ce processus avec ses yeux d'archiviste habitué à la manipulation délicate des objets précieux. Ils travaillèrent ensemble pendant plusieurs heures. Le professeur murmurait des chiffres et des formules compliquées, tandis que Nguyen notait soigneusement chaque étape dans son carnet. Elle devait admettre que cette aventure, bien qu'effrayante, lui apportait une excitation qu'elle n'avait jamais ressentie entre les étagères de la bibliothèque. Le professeur en expliqua que pour ouvrir la porte à nouveau, ils auraient besoin de synchroniser le résonateur avec la 7e sonnerie de l'horloge à balancier de la bibliothèque. Mais il y avait un problème de taille, la précision. Si le signal était émis avec une fraction de seconde de retard, la porte pourrait rester fermée ou, pire, se manifester de manière instable. Ils décidèrent de nommer leur appareil le diapason de la Renaissance. C'était un petit boîtier en cuivre équipé d'un cadran numérique rudimentaire et d'une antenne rétractable. Le professeur confia à Nguyen la mission de retourner à la bibliothèque le lendemain soir, car elle seule connaissait les lieux et les vibrations spécifiques du sous-sol. Avant de se quitter, le professeur en lui donna un dernier conseil. Il lui demanda de ne pas oublier que le temps est une matière vivante. Chaque action entreprise en 1954 pourrait avoir des conséquences sur leur présent. Il lui rappela l'importance de retrouver le gardien Luang et de récupérer le badge original pour fermer définitivement la brèche une fois la mission accomplie. Nguyen rentra chez elle avec le diapason de la Renaissance cache dans son sac. Elle ne put fermer l'œil de la nuit. Elle imaginait la rue pavée de Hanoï, l'odeur de la pluie et le visage de Luang. Elle se sentait investie d'une responsabilité immense, protéger l'histoire tout en découvrant les secrets cachés du Dr Locke. Chapitre 5. Le retour vers le pass. Le samedi suivant, la Bibliothèque nationale du Vietnam semblait plus imposante que d'habitude sous le ciel gris de la mousson. Nguyen arriva à son poste avec une détermination nouvelle. Elle passa sa journée à trier des documents ordinaires, mais son esprit était focalisé sur l'heure fatidique. 19h approchait à grands pas. Elle descendit au sous-sol à 18h45. Le silence habituel régnait dans la zone des archives spéciales. Elle sortit le diapason de son sac et l'installa sur une petite table près du mur de béton gris. Elle alluma l'appareil. Un faible sifflement